Merci pour l'invitation et merci de m'avoir associé à cette session sur la choroïde. Et on a déjà vu l'histologie, l'anatomie et la physiologie de la choroïde qui font que cette tunique oculaire a des particularités qui rendent l'exploration différente de celle qui est faite pour la rétine. Et donc nous disposons, grâce à l'élargissement de l'arsenal d'imagerie, de différents modes d'imagerie pour l'exploration de la choroïde qu'on va détailler au fur et à mesure de cet exposé. Pourquoi on s'intéresse donc à explorer la choroïde? Il a été clairement admis que la choroïde est au sein de la physiopathologie de plusieurs pathologies qui vont être détaillées dans cette session. Donc on va commencer d'abord par l'échographie, un examen qu'on fait de routine. Il a l'avantage d'être un examen anodin, rapide, facile à répéter. Donc les ultrasons ont la capacité d'une bonne pénétrance des structures de l'œil, mais juste on va rappeler que dans les conditions non pathologiques, la réflectivité de la choroïde n'est pas détectée par rapport aux couches sus et sous-jacentes, et donc la visualisation de la choroïde par l'échographie en mode B se fera dans les conditions pathologiques, notamment en pathologie tumorale, où l'échographie garde encore toute sa place. Donc l'étude de Doppler du flux sanguin permet une analyse quantitative de la circulation choroïdienne, mais ce signal est principalement généré par la choriocape et donc n'étudie pas toutes les couches de la choroïde, d'autant plus que ce flux est limité à l'étude du pôle postérieur. On rappelle donc que l'angiographie et la fluorescéine a une visualisation de la circulation choroïdienne limitée à cause des particularités anatomiques de la rétine, des barrières hémato-rétiniennes et des caractéristiques physiques et chimiques de ce colorant. Mais on rappelle qu'on peut mettre en évidence le temps choroïdien qui se situe à peu près entre 10 et 15 secondes. L'ICG, elle, grâce aux propriétés du verre d'indocyanine, reste ou continue à être, matière à débat, donc le gold standard de la visualisation, de la vascularisation choroïdienne, mais c'est un examen qui est invasif, il y a des risques d'effets indésirables, tout comme pour l'angiographie à la fluorescéine. Une angiographie à l'ICG, ça demande 30 minutes, donc de réalisation longue. Il n'y a pas de mesure quantitative et on a une idée globale sur la vascularisation choroïdienne, ça veut dire qu'elle ne permet pas de détecter et de différencier les différentes couches de la choroïde. On sait que l'OCT, maintenant, a révolutionné l'imagerie médicale et grâce au mode de visualisation de la choroïde, il nous est permis actuellement de différencier les différentes couches de la choroïde afin de localiser précisément la profondeur des lésions choroïdiennes et élément important qui devient, j'imagine, un des éléments de notre pratique courante, c'est de quantifier l'épaisseur choroïdienne et donc d'effectuer une mesure quantitative différemment aux autres procédés déjà suscités. Le premier mode, c'est le Enhanced Depth Imaging, ou le DI. Donc, il nous permet à la fois l'analyse morphologique, la mesure de l'épaisseur choroïdienne, mais par mesure manuelle. Le SWEP source, lui, il a l'avantage, grâce à son longueur d'onde, d'une meilleure pénétration des structures intraoculaires, notamment des structures profondes telles que les différentes couches de la choroïde, et il permet un mapping de l'épaisseur choroïdienne, donc une mesure automatique. Alors, en comparant les deux techniques par rapport à la mesure de l'épaisseur choroïdienne, à condition que le DI, parce qu'il est opérateur dépendant, soit fait par un opérateur entraîné, la mesure de l'épaisseur choroïdienne EDI versus web source, elle est équivalente parce que la différence, elle est de l'ordre de quelques dizaines de microns, ce qui n'est pas statistiquement significatif, mais rappelons-le, l'EDI doit être fait par des mains entraînées. Donc, avec l'avènement de ces nouveaux modes de la choroïde, de nombreuses publications, donc ça a généré un engouement envers cette donnée qui est l'épaisseur choroïdienne, qui, pour donner un chiffre à peu près global, elle est normale dans les 300 microns, qu'elle est maximale sous la région fovéolaire, c'est pourquoi c'est là où on la mesure le plus, qu'elle diminue avec l'âge et elle va être influencée par un certain nombre de facteurs qu'on va voir, et que, comme la choroïde est impliquée dans de multiples pathologies, l'épaisseur choroïdienne est actuellement un élément à la fois diagnostique, de suivi et un élément pronostic. Rappelons-le que l'épaisseur choroïdienne peut subir des modifications à la fois à cause de pathologies, mais également dans les conditions physiologiques, notamment l'épaisseur choroïdienne va varier en fonction du nictémère, donc on va avoir des variations nictémérales. Et pour scinder à peu près schématiquement, on va avoir avec l'étude de l'épaisseur choroïdienne deux types, soit des choroïdes amincies, soit des choroïdes épaisses, ce qui a permis donc de parler d'entités nosologiques nouvelles, notamment les pachychoroïdes, qui j'imagine vont être détaillées par la suite.
Donc, l'imagerie de la choroïde en OCT permet bien sûr l'étude quantitative, mais elle permet également de mettre en évidence donc, des anomalies qualitatives, des anomalies donc, de structure. Notamment, là, on a une publication de 2016 de Retina qui démontre, on n'a pas de pointeur, qu'on peut mettre en évidence un défaut de perfusion de la choroïde grâce au mode EDI, où il y a des zones hyporéflectives, contrairement à la choroïde normale, et qui traduisent donc un défaut de perfusion choroïdienne. On peut mettre en évidence également donc, des lésions à type de granulome qui soit se traduisent par des lésions hyporéflectives, soit isoréflectives, mais les lésions isoréflectives sont plus cohérentes que la choroïde normale et donc se distinguent de la vascularisation choroïdienne normale. L'OCT en face a permis de décrire et d'étudier la disposition des gros vaisseaux de la choroïde. Il a été décrit 5 patterns et ce qui découle de cette étude, qu'on a que 50% de la population normale serait en pattern 1 qu'on appelle disposition en chevron. Par contre, quand on est dans des choroïdes pathologiques, notamment la CRSC, on va se retrouver plus dans les patterns 5 qu'on appelle des patterns d'aspect réticulaire. Qu'en est-il de l'OCT1A et l'étude de la choroïde? L'OCT-A, c'est une imagerie révolutionnaire, récente, qui a dès son apparition, sollicité l'attention des ophtalmologistes. Il est actuellement bien admis qu'elle permet une très bonne visualisation et même elle a modifié notre vision de la vascularisation rétinienne. Mais qu'en est-il de la choroïde? L'OCT-A permet une bonne visualisation de la choriocapillaire, mais l'une de ses limites, c'est que, à cause de l'effet bouclier de l'EP et de la choriocape, et vu le débit élevé au sein des couches profondes de la choroïde, la visualisation des couches profondes avec les appareils actuellement disponibles reste limitée. Quel est l'aspect de la choriocape en OCT-A? C'est un aspect... Il n'y a pas de pointeur. On ne peut pas avoir de pointeur. Donc, c'est un aspect qu'on appelle un peu granulé. Ça veut dire c'est une association au mosaïque de points brillants qui sont des zones d'hypersignal, de vaisseaux avec un flux, associés avec des points noirs hypo-intenses que Spade a appelés flow voids, qui bien sûr existent en pathologie, mais également c'est des vaisseaux dans des choroïdes normales qui sont naturellement sains mais sans flux. C'est des zones de no-flow appelées vaisseaux fantômes et qui ont été retrouvés également en histologie. Et c'est ce qui explique donc l'aspect en OCT-A en aspect granulé. Grâce à l'amélioration des softwares et donc pour le traitement d'image avec l'avancée de l'OCT-A, on peut avoir, grâce par exemple à ce mode qu'on appelle averaging, une amélioration du contraste et donc une transformation de l'aspect granulaire mal défini de la choroïde, de la choriocape. On a un réseau, si vous regardez la photo en bas, on a un réseau vasculaire un peu plus clair. On peut même deviner la disposition lobulaire. Il y a une mise en évidence plus évidente de ces points hyper intenses avec ces points hypo-intenses. Il est également possible, grâce à l'OCT-A, comme pour la rétine, d'étudier la densité capillaire au sein de la choroïde capillaire. D'autres appareils, tels que le Spectralis Heidelberg, permet lui d'étudier les couches profondes, telles que la couche de Sattler et la couche de Haller, en passant sur les modes Sattler et Haller. Et l'évolution de l'OCT-A ne cesse de progresser. Il y a de nouveaux logiciels. Là, c'est une publication récente de décembre 2017 qui parle d'un nouveau software, d'un nouveau logiciel qu'on appelle OMAG, dont le principe est basé sur l'approche du signal complexe. C'est quoi le signal complexe? C'est la combinaison des mesures à la fois d'amplitude et de phase des photons qui vont être donc transmis par le mouvement des globules rouges, ce qui va permettre, grâce à des formules mathématiques, d'augmenter le rapport signal sur bruit, donc améliorer la qualité du signal détecté. Ce logiciel dispose également d'un autre apport, c'est que la segmentation, elle est semi-automatique. Le P va être décliné sur l'OCT structural, donc la mise des labels est beaucoup plus précise, ce qui permet de mieux définir les limites de la choriocapillaire et les couches plus profondes sur l'OCT-A, ce qui a permis donc d'avoir des images quasi histologiques de la choroïde et de mieux mettre en évidence les structures profondes de la choroïde, notamment les couches profondes de Sattler et Haller. Mais c'est un logiciel en cours d'étude, donc et d'autres études sont encore en cours pour pouvoir valider ce type de logiciel.
Alors pour finir, l'imagerie et la pathologie rétinienne maculaire, c'est notre pratique courante. Mais qu'en est-il de l'imagerie de la choroïde? On voit qu'elle nous a permis une exploration anatomique afin d'améliorer notre compréhension physiologique de différentes et physiopathologiques, de différentes pathologies impliquées par la choroïde, et ce qui a également permis d'identifier de nouvelles entités nosologiques qui vont être détaillées par notre invité, j'imagine, docteur Mergel. Merci pour votre attention.